Oh, alors on se retrouve aujourd'hui pour une autre vidéo. Cette fois-ci, ça va être un récapitulatif des différentes prédictions que j'ai fait pour la saison 2019-2020. Donc, dans mes previews, j'ai dit à la fin de chacune de mes vidéos vers quelle position je pensais que l'équipe allait terminer. Euh, et là, ce que je vais faire dans le fond, c'est que je vais y aller avec les différentes positions d'après moi, donc par rapport à la position que j'avais donnée dans les vidéos et par rapport à mon compte rendu final. Alors, première des choses, on va commencer avec la division Atlantique. La division Atlantique est une division qui, honnêtement, certaines équipes se sont grandement améliorées. Là, je pense entre autres à Floride qui s'est grandement améliorée. Je pense que tu as des équipes comme Boston, Tampa Bay qui sont assurément des équipes qui sont encore très 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 solides. Donc, c'est une division, honnêtement, peut-être plus la métropolitaine qui a eu des grosses améliorations, mais c'est une division, honnêtement, qui est quand même très forte. Et moi, je pense pas qu'on va nécessairement voir d'immenses changements au niveau du classement par rapport à ça. Mais bon, on va commencer par le bas. Alors, d'après moi, l'équipe qui devrait être l'équipe probablement la plus faible de l'Atlantique, dans mes différentes prédictions, il y avait deux équipes que j'avais mis qui étaient potentiellement huitièmes dans l'Atlantique. C'était les Sabres de Buffalo et les Sénateurs de Ottawa. Alors, d'après moi, c'était les deux équipes qui avaient peut-être un potentiel de terminer à la huitième place. Dans le cas des Sabres, je les avais mis 6, 7 ou 8. Dans le cas des Sénateurs, 6, 7 ou 8 au niveau de la division Atlantique. Mon choix sera donc arrêté finalement sur une équipe qui a su certes s'améliorer au niveau de l'expérience à la défensive, mais que je considère toujours faible, et surtout une équipe qui a un immense point d'interrogation au niveau des gardiens de but. J'aurais nommé les Sénateurs de Ottawa. Alors pour moi, les Sénateurs d'Ottawa est une équipe qui va encore une fois terminer dans la cave de la division Atlantique parce que c'est une équipe que je considère qui ne s'est pas réellement améliorée. On veut faire confiance aux jeunes, ce qui est un choix qui est parfaitement louable. Puis je pense qu'on a des jeunes qui sont quand même très intéressants, entre autres avec Kachuk, puis avec bien entendu Thomas Chabot. Mais il reste que c'est une équipe que je considère comme étant toujours une des plus faibles de l'association de l'Est. Je ne pense pas que c'est cette année qu'on va les suivre en séries éliminatoires. En termes de septième position, là, j'avais placé une autre équipe qui était potentiellement à la septième position. Alors, dans le cas des Red Wings de Détroit, j'avais dit qu'ils termineraient soit 5, 6 ou 7. Donc là, c'est une compétition entre Buffalo et Détroit que j'y voyais pour ce qui est de la septième position. Puis après avoir regardé un overview, j'en suis venu à la conclusion que dans le cas des Red Wings de Détroit, il n'y a pas vraiment eu d'amélioration qui a été faite. Et je pense qu'au niveau des jeunes, on n'a peut-être pas nécessairement des jeunes qui sont prêts à prendre la relève immédiatement. Alors c'est une équipe que je vois encore comme étant très faible au niveau de la division Atlantique. Dans le cas des Sabres de Buffalo, ce que je dirais, c'est que c'est pas vraiment amélioré. Donc, je pense pas nécessairement qu'on a vu une meilleure équipe ou qu'on va voir une équipe qui va être vraiment meilleure. Mais les Sabres l'année passée ont eu des très bonnes séquences. Alors, c'est ce qui m'a amené à la conclusion que, d'après moi, l'équipe qui dans l'Atlantique devrait terminer à la septième position devrait être les Red Wings de Détroit. Alors, je pense très sérieusement qu'avec les flashs qu'on a vus l'année passée des Sabres de Buffalo, qui forment une équipe qui est plus intéressante que les Red Wings de Détroit. Les Red Wings de Détroit, c'est une équipe qui est assurément encore faible, qui va peut-être se développer avec le temps, mais qui pour l'instant, je ne crois pas que c'est une des équipes qui pourrait éventuellement challenger pour un poste en séries éliminatoires. Et ce qui fait donc qu'il nous reste tout simplement pour là-bas, pour la cave de l'Atlantique, la dernière équipe que je peux placer. Et c'est les Sabres de Buffalo. Dans le cas des Sabres de Buffalo, on pourrait peut-être me surprendre parce qu'il reste qu'au niveau de l'attaque, on a quand même quelque chose de super intéressant à Buffalo. Je pense que c'est pas nécessairement une puissance au niveau offensif, mais c'est quand même une bonne équipe. D'après moi. Mais après la première ligne, tu as comme un très très gros point d'interrogation. Qu'est-ce qui se donne à Buffalo sauf la première ligne? En termes de cinquième position, là, cette fois-ci, j'avais en fait, j'avais une seule équipe que j'avais placée comme étant potentiellement cinquième. Il y en avait deux, en fait. Les Red Wings de Détroit que j'avais dit qu'ils pouvaient finir 5, 6, 7 et le Canadien de Montréal que je disais qu'il pouvait terminer 4, 5 ou 6. Dans le cas du Canadien de Montréal, ce que je dis, moi, c'est qu'il y a eu des changements qui sont des changements très mineurs qui ont été apportés à la formation. Certes, il y a des jeunes qui peuvent être super intéressants. Je suis vraiment content de voir que Cal Fleury et que Nick Suzuki vont commencer la saison à Montréal. Dans le cas de Ryan Painting, probablement que c'est juste une question de temps avant qu'il arrive. Mais il reste que l'équipe va miser sur la jeunesse. Keith Kincaid est assurément meilleur que Ethan Niemi. Puis
Sherrod, d'après moi, vous allez finir par l'aimer si vous aimez des gars qui sont plus responsables défensivement. Il est assurément meilleur que Jordy Ben, mais il n'y a pas de changement majeur à cette équipe-là. Il faut qu'on se trouve une chimie et peut-être est-ce qu'un duo entre Suzuki et Domi est la solution à notre attaque. Alors, je mets le Canadien de Montréal comme étant potentiellement à la 5e position dans l'Atlantique. Une équipe qui pourrait, je dis bien, pourrait se battre pour un spot en série, mais que je pense que c'est vraiment pas quelque chose qui est acquis pour le Canadien de Montréal. Au niveau de la 4e position, ben là, on a un débat qui était un petit peu plus intense. J'avais 2 équipes que je plaçais comme étant potentiellement 4e, soit les Maple Leafs de Toronto que je disais 2, 3 ou 4, ou les Panthers de la Floride que je disais 2, 3 ou 4. Dans le cas des Panthers de la Floride, nette amélioration pendant la saison morte et je compte là-dedans Bobrovsky. Alors c'est une équipe qui déjà offensivement est très solide et avec le fait d'avoir Bobrovsky en plus, je pense que c'est une équipe qui va être encore plus compétitive l'année prochaine qu'elle ne l'a été l'année passée. Donc si déjà on avait une base qui était une base très respectable, je dis bien, en Floride, je pense qu'on a une équipe encore meilleure cette année. Dans le cas des Maple Leafs de Toronto, on s'est amélioré au niveau défensif. L'addition de Barry est quelque chose d'intéressant. On a perdu en échange de quoi Kadri. Je pense que Kerfoot est peut-être intéressant, mais il n'apporte pas la même dynamique que peut apporter un gars comme Nazem Kadri apportait l'année passée. Et soyons francs, j'aime pas le jeu défensif de Toronto. Ils n'ont pas su me mettre en confiance l'année passée et la fin de saison a été difficile. Même s'ils ont une attaque exceptionnelle avec entre autres Mitch Marner, John Tavares et Austin Matthews, je pense que les améliorations qui ont été apportées et le style de jeu de la Floride est plus intéressant que celui des Maple Leafs. C'est la raison pour laquelle j'y vais au 4e poste, les Maple Leafs de Toronto. Alors les Maple Leafs de Toronto qui devraient être en série encore une fois cette année, mais je pense pas que ça va être dans le top 3 de l'Atlantique. Je pense que ça va être en temps potentiellement que équipe repêchée. Ce qui fait donc que pour ce qui est du 1, 2, 3, il me reste présentement les Panthers de la Floride, les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay. Pour la 3e position, ben écoutez, je pense que dans le cas des Bruins de Boston, on s'est amélioré au niveau défensif. Peut-être pas assez, mais pas au niveau défensif, il n'y a pas eu trop de changements. Avec les Bruins de Boston, il n'y a pas eu trop de changements. Alors, c'est une équipe qui était déjà très dominante, puis qui devrait être encore dominante, qui joue un style de jeu qui est très intéressant. Les Bruins de Boston et le Lightning de Tampa Bay sont à mes yeux les meilleures équipes pour compétitionner au niveau de l'Atlantique. C'est la raison pour laquelle, en termes de 3e position, j'y vais avec les Panthers de la Floride. Alors, les Panthers de la Floride, d'après moi, devraient terminer 3e, ce qui veut donc dire qu'ils vont participer aux séries, ce qui donne un bond assez important. Non, pas du tout. Il était déjà là l'année passée, 3e aussi, fait que ça change absolument rien pour ce qui est de la Floride. Je pensais qu'il était plus bas que 3e dans l'Atlantique, mais sans dire que non, il était 3e également. Alors par la suite, en termes de 2e spot, ben là, moi, tout ce qui me reste, c'est Boston et Tampa Bay. 2 équipes qui n'ont pas eu énormément de changements. J'aime vraiment beaucoup le style de jeu que Boston pratique. Je pense que c'est une équipe qui est balancée, mais honnêtement, le Lightning de Tampa Bay est une équipe hyper puissante. Même si on a été décevants au niveau des séries éliminatoires l'année passée et que les Bruins ont été très surprenants au niveau des séries, ou en tout cas, ils sont rendus plus loin que le Lightning, je pense quand même qu'en saison régulière, le Lightning de Tampa Bay forme une équipe plus forte que les Bruins de Boston. C'est la raison pour laquelle j'y vais avec Boston au 2e rang au niveau de l'Atlantique et que je vais clore le tout au niveau de l'Atlantique avec nul autre que les champions du Trophée du Président l'an passé, le Lightning de Tampa Bay. Alors pour moi, c'est de ça que devrait avoir l'air la division Atlantique l'année prochaine. Tampa Bay, Boston, Floride, Toronto, Montréal, Buffalo, Détroit et Ottawa. Au niveau de la métropolitaine, cette fois-ci, en termes de 8e position, j'avais la possibilité d'avoir une seule équipe. C'était les Rangers qui, dans mes prédictions, j'avais dit qu'ils allaient finir 8e. Fait que là, quand j'ai fait comme tout mettre ensemble, c'est la seule équipe que j'ai comme, la seule division que j'ai comme trafiqué un peu ce que j'avais prédit dans mes vidéos. Parce que pour moi, ça marchait comme assez difficilement d'avoir une seule équipe potentiellement numéro 8. Alors j'ai rajouté une équipe que j'avais pas mentionnée à la base qui était censée être numéro 8. Les Blue Jackets de Columbus, j'avais dit qu'ils finiraient entre 4, 5, 6 ou 7. J'ai changé cette statistique-là pour dire 5, 6, 7 ou 8. Alors, c'est ce qui fait qu'on se ramasse finalement avec nul autre que les Blue Jackets de Columbus ou les Rangers de New York comme étant la 8e équipe de la métropolitaine. Dans le cas des Blue Jackets de Columbus, ce qu'on doit dire, c'est qu'ils ont perdu beaucoup pendant la saison morte. Gardien de but numéro 1 parti, meilleur joueur à l'attaque parti. C'est une équipe que j'aime la défensive, mais j'ai des points d'interrogation et au niveau des gardiens et au niveau de l'attaque. Puis, est-ce qu'on va être capable de bien se resserrer alentour de ça? J'en doute très fortement. On a des gardiens de but qui sont peu expérimentés. Puis la perte de Panarin, mais l'addition de Lundqvist,
c'est pas ça. C'est vraiment pas ça. L'attaque n'est pas meilleure qu'elle ne l'était l'année passée. Dans le cas maintenant des Rangers de New York, on a quand même ajouté deux excellents joueurs au niveau offensif en Panarin et Jacob Trouba. Donc Trouba, défenseur, mais qui se porte à l'attaque. Panarin, qui est un excellent joueur au niveau offensif. Alors oui, on s'est amélioré, mais on s'est pas vraiment amélioré au niveau du style défensif. Donc oui, il y a un défenseur bon en Trouba, mais le style défensif n'est pas nécessairement très amélioré. Et surtout, je trouve que l'équipe, elle est très très jeune et j'ai un méga point d'interrogation au niveau des gardiens de but. Malgré tout ça, je pense que pour les pertes de Bobrovsky et de Panarin, les Blue Jackets de Columbus forment une équipe beaucoup plus faible qu'ils ne formaient l'année passée. Et là, je vous parle même pas du départ de Duchesne qui n'avait pas fait la saison complète ou le départ de Dzingel. Alors moi, c'est la raison pour laquelle les Blue Jackets de Columbus, ça va être un dur réveil l'année prochaine. Je les vois finir 8e au niveau de la métropolitaine, ce qui me place par défaut les jeunes et selon moi beaucoup trop peu expérimentés Rangers de New York que je vais placer à la 7e position ici parce que j'ai un gros point d'interrogation au niveau de leur gardien de but et j'ai également un point d'interrogation au niveau de la jeunesse de leur défensive. C'est quelque chose que j'aime pas tant avec les Rangers. Par la suite, au niveau des positions 6. La position 6, c'est une position qui revenait dans plusieurs de mes cas, en fait. J'avais les Rangers qui pouvaient finir 6e, les Islanders qui pouvaient finir 6e, les Hurricanes qui pouvaient finir 6e et les Devils du New Jersey qui devaient pouvoir aussi finir 6e. Alors, j'ai décidé d'y aller avec les Islanders de New York qui ont quand même fait l'acquisition de Varlamov, mais en échange de Robin Lehner. Lehner avait connu une excellente saison l'année passée. Et là, on additionne Varlamov, qui est quand même un gardien de but qui était partant, mais qui n'est peut-être pas, selon moi, aussi fort que Lehner l'a été. Il n'y a pas une immense... En fait, il n'y a pas d'amélioration au niveau de l'attaque. C'est une équipe qui ne compte pas beaucoup de buts, mais Barry Trotz est un très bon coach au niveau défensif. Alors, c'est une équipe qui a encore un excellent coach, qui a un problème de compter des buts et qu'on ne s'est pas amélioré pour compter des buts. Alors, ça ne me met pas vraiment en confiance pour ce qui est des Islanders de New York. En échange de quoi, on a une équipe que là, j'avais aussi les Hurricanes de la Caroline. Les Hurricanes de la Caroline ont quand même réussi à ajouter Dzingel, qui est un bon joueur offensif. Également, Jake Gardiner, un défenseur à caractère offensif. Par contre, on a perdu McElhinney en échange de Reimer. Et Reimer, c'est un gardien en qui j'ai absolument aucune confiance. On a déjà quelque chose de bon au niveau offensif et on ajoute Dzingel et Gardiner. Fait que je pense que c'est une équipe qui, pour les Hurricanes, qui est intéressante déjà offensivement, mais qui a un gros point d'interrogation au niveau des gardiens de but. Sinon, la dernière équipe que je pouvais mettre potentiellement 6e, c'était les Devils du New Jersey. Et là, on a eu des améliorations très intéressantes, entre autres avec le repêchage de Jake Hughes. Au niveau de l'attaque, on s'améliore assurément. Wayne Simmons, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va donner, mais il reste que quand même, c'est une addition qui est intéressante. Et Piquet Subban, qui lui va devenir le général à l'attaque. Il y a beaucoup d'incertitudes avec les Devils, beaucoup de choses que je suis comme pas certain comment est-ce que ça va se conclure, comment est-ce que ça va fitter ensemble. Mais je pense que c'est une équipe qui s'est quand même grandement améliorée. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'y aller avec les Islanders de New York qui vont être, selon moi, la 6e équipe de la métropolitaine. C'est une équipe qui a eu des problèmes offensivement, qui n'a absolument rien amélioré à ce niveau-là. Et moi, je pense très sérieusement que Leonard était plus intéressant que Perlite Varlamov. Alors, j'y vais 6e. Au niveau de la 5e position, je pense que les additions que les Hurricanes de la Caroline ont faites étaient peut-être très intéressants, mais je pense qu'ils ne sont pas aussi intéressants que ce qu'on va voir des Devils du New Jersey l'année prochaine. C'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on a réussi à ajouter des noms intéressants en Gardiner et Dzingel, je pense pas qu'il va avoir un immense impact, peut-être, mais on ne sait pas, mais je pense que Gardiner risque d'avoir un impact plus intéressant. Mais je vais quand même avec les Hurricanes de la Caroline au niveau de la 5e position, puisque je vous avoue avoir peut-être plus confiance en une autre équipe qui est les Devils du New Jersey, qui eux, avec l'addition de Hughes, également de Piquet Subban et même Goutsev, on a quelque chose d'intéressant. Alors d'après moi, les Hurricanes devraient terminer au niveau de la 5e position. Et New Jersey devrait finir 4e. Là, il me reste mon top 3. Mon top 3, c'était Washington, Philadelphie, Pittsburgh. Dans le cas de Washington, c'est une équipe que, année après année, sont puissants. Fait que je pense que ils sont forts, point barre, en saison régulière. Ils ont une petite faiblesse au niveau de la défensive. Une chose qui est intéressante avec Washington, c'est que c'est la dernière année de Brendan Obi. Fait qu'à ce moment-là, peut-être qu'il va se donner un petit peu plus pour garder son spot. Puis il y a un challenger en arrière de lui aussi qui va peut-être se donner un petit peu plus. Au niveau de Philadelphie, je pense qu'on est déjà bon au niveau offensif. Les jeunes ont bien maturé. Il y a eu une très belle amélioration au niveau de la défensive.
J'ai un gros point d'interrogation. Corey Hart n'est pas un gardien de but qui me met en confiance parce que oui, il y a eu une bonne séquence l'année passée, une bonne demi-saison, mais est-ce qu'il va être capable de répéter ça cette année? Pas certain. Vraiment pas certain. Sauf que le nouveau coaching staff m'intéresse beaucoup à Philadelphie. Et finalement, la dernière équipe qui me reste, c'est les Penguins de Pittsburgh. Si les Penguins de Pittsburgh restent en santé, ils ont une excellente défensive. Ils ont l'addition aussi de Galchenyuk, de Tanev et de Kahun. Dans le cas de Galchenyuk, au niveau offensif, c'est super intéressant. Alors bref, en termes de troisième position, moi j'y vais avec les Flyers de Philadelphie. Je pense que c'est une équipe qui, avec son nouveau coaching staff, peut être intéressante à suivre, mais qui ne sera pas nécessairement une aussi grande puissance que les deux challengers qui sont juste au-dessus de eux. Alors pour ce qui est de la première position, je pense que je vais étonner absolument personne puisque c'est impossible de miser en saison régulière contre les Capitals de Washington, qui d'après moi devraient terminer encore une fois premier au niveau de la métropolitaine, ce qui me laisse donc à ce moment-là une seule place et une seule équipe disponible pour terminer à la deuxième position, et c'est bien entendu les Penguins de Sidney Crosby. Alors deuxième pour ce qui est de Pittsburgh. Voici donc mes positions pour ce qui est de la métropolitaine. Maintenant, on va passer à l'ouest. On s'en va du côté capitaliste. Au niveau de l'ouest, on va commencer avec la centrale. 7 équipes dans la centrale. On va commencer avec la 7e position. En termes de 7e position, écoutez, j'étais un peu poche, là, mais j'avais nommé 2 équipes seulement qui pouvaient terminer 7e, soit les Stars de Dallas et le Wild du Minnesota. Dans le cas des Stars de Dallas, on a rajouté du leadership dans cette équipe-là en faisant l'acquisition de Joe Pavelski et aussi de Corey Perry. On s'attend à ce que Jamie Benn rebondisse. Ça a été difficile pour lui l'année passée. Il a été attaqué par le propriétaire aussi, mais il reste que c'est une équipe qui a une excellente offensive, les Stars de Dallas, ou at least ils ont quand même des bons joueurs sur un point de vue offensif. Alors moi, je pense que c'est une équipe qui est quand même à craindre au niveau offensif, mais qui a plusieurs lacunes. Je sais que, en tout cas, moi, d'après moi, Pavelski, à son âge, je sais qu'il y a du leadership, mais je pense pas qu'il va avoir une meilleure saison qu'il y a eu l'année passée. Donc, je pense pas que c'est une immense acquisition. Et Corey Perry, d'après moi, c'est fin de carrière. Fait que je pense pas non plus que ce soit une addition qui soit vraiment hyper intéressante pour les Stars de Dallas. Le Wild du Minnesota, on a rajouté Matt Zuccarello, ce qui est super intéressant. J'adore la défensive du Wild du Minnesota. Mais sinon, on s'est pas vraiment énormément amélioré. Il n'y a pas eu d'immense changement. À part Zuccarello, pas d'immense changement. Devin Dominic a eu peut-être un petit peu plus de difficultés, mais quand même, il a été relativement bon. C'est un gardien qui me met plus ou moins en confiance et on a une attaque des joueurs d'impact qui commencent à être vus un petit peu au niveau du Minnesota. Alors, c'est la raison pour laquelle j'ai opté pour 7e position dans la centrale, le Wild du Minnesota, parce que d'après moi, c'est une équipe qui s'en vient vieillissante et qui ne s'est pas énormément améliorée. Je comprends que Zuccarello est une belle acquisition, mais il en reste pas moins que je pense pas que c'est ça qui va changer le portrait de l'équipe. 7e position pour le Wild du Minnesota. Là, j'ai un petit quelque chose de particulier pour la centrale. Au niveau de la 6e position, j'avais, bien entendu, je vous ai déjà parlé de potentiellement les Stars de Dallas. Je pourrais vous parler aussi des Hawks de Chicago que j'avais dit 4, 5, 6 et les Jets de Winnipeg 4, 5, 6 aussi. Dans le cas des Hawks de Chicago, on a quand même réussi à faire l'acquisition du défenseur de Han et de Mata, ce qui est des belles additions au niveau défensif. L'attaque à Chicago, elle est indéniable, elle est excellente. On s'est amélioré au niveau défensif. L'addition de Leonard à la place de Cam Ward est assurément une meilleure addition parce que Leonard et Crawford, c'est un très très beau tandem à avoir. Alors c'est ce qui fait qu'on a, d'après moi, une équipe qui est quand même bonne. Puis je pense qu'on a bien amélioré cette équipe-là défensivement et au niveau des gardiens de but pour ce qui est des Hawks de Chicago. Sinon, une autre équipe que je voyais comme étant potentiellement finir 6e, c'est les Jets de Winnipeg. Là, les Jets de Winnipeg, on a perdu à peu près toute notre top 4, finalement, défenseurs. Byfuglien qui est encore suspendu à ce jour. Trouba qui a été échangé. Meyer qu'on a perdu au niveau des joueurs autonomes. Sherratt qu'on a perdu au niveau des joueurs autonomes. On ajoute Neil Pionk qui est un défenseur à caractère offensif, mais assurément pas un défenseur défensif. On a une attaque qui est vraiment très très bonne, mais une défensive qui est diminuée largement à Winnipeg. Et un gardien de but en Connor Hellebuyck en qui je n'ai pas énormément confiance. C'est la raison pour laquelle au niveau de la centrale, 6e position, j'y vais avec ceux que j'aime beaucoup, mais quand même, les Jets de Winnipeg qui, d'après moi, devraient avoir énormément de difficultés avec une défensive décimée, un gardien de but en qui j'ai pas vraiment confiance, même si l'attaque elle est bonne, d'après moi, ça va être difficile à Winnipeg cette année. Ça, je trouve ça excessivement décevant. Ce qui m'amène donc à pouvoir placer une équipe qui
D'après moi, c'est pas amélioré dans le bon sens, mais qui est quand même une attaque qui est déjà très intéressante en les Stars de Dallas pour la 5e position au niveau de la centrale, puisque c'est une équipe qui, année après année, a quand même été forte en saison régulière, mais que je pense qu'on n'a pas fait des additions qui sont suffisantes pour faire quelque chose d'intéressant. Les additions de DeHaan et de Mata avec une attaque qui est déjà très forte et surtout Robin Lehner qui s'ajoute avec les Hawks de Chicago, je pense que les Hawks vont être bons pour finir à la 4e position de la centrale, puisque c'est une équipe qui a déjà été très dominante dans les dernières années et de surcroît on a fait des additions qui sont vraiment très intéressantes, ce qui nous ramène au top 3. Alors en termes de top 3 pour la centrale, j'avais potentiellement les Prédateurs de Nashville, l'Avalanche du Colorado et les Blues de Saint-Louis. Alors aux côtés des Blues de Saint-Louis, on n'a pas fait énormément de changements et honnêtement, Binnington, oui ok, il a bien fini, il a eu des bons playoffs, mais est-ce qu'il va être capable de faire une saison complète? Ça, c'est un gros point d'interrogation selon moi qu'on a à Saint-Louis. C'est une équipe qui est très lourde, qui jouait beaucoup physique et très intense et qui a joué, d'après moi, une demi-saison l'année passée. Parce que la première moitié de saison, il n'était pas là, les Blues de Saint-Louis. Fait que c'est pas une équipe qui, d'après moi, est bonne en saison régulière. C'est une équipe qui est bâtie surtout pour les séries éliminatoires. Par la suite, on a également la possibilité des très surprenants Colorado Avalanche. Avalanche, eux, ont perdu Varlamov. Ils ont fait l'acquisition de Nazem Kadri. C'est une équipe qui a une première ligne exceptionnelle avec Nathan McKinnon, entre autres, puis Rantanen. Alors, on a quelque chose de très intéressant. On a aussi des jeunes au niveau défensif qui sont super intéressants au niveau du potentiel en Samuel Girard et en Cal McCord. Alors, c'est une équipe qui, certes, s'est améliorée un petit peu, mais qui était déjà à un très, très haut potentiel avec une première ligne exceptionnelle, des jeunes défenseurs qui sont prometteurs. D'après moi, on tient quelque chose avec Colorado et Nashville, qui est une équipe exceptionnelle en saison régulière d'ordinaire. Alors, c'est une équipe qui a fait l'acquisition, entre autres, de Matt Duchesne. C'est une équipe qui a perdu Piquet Souban, mais qui n'est pas nécessairement Souban puis Simmons, qui n'est pas nécessairement une très très grosse perte parce qu'ils n'ont pas connu des très bonnes saisons. Il n'y a pas eu énormément de changements. Ils ont une ligne de centre qui est vraiment exceptionnelle en Duchesne, Johansson, Torres. Ils ont une attaque qui est diversifiée, une défensive qui est solide et un tandem de gardiens qui est vraiment très bon en Saros. J'ai un blanc. Pas Lundqvist, mais Pecorini avec Nashville. Fait qu'ils ont un excellent tandem de gardiens de but, attaque diversifiée. Pour moi, Nashville est une équipe qui est juste parfaite pour la saison régulière. Parce qu'ils ont joué une demi-saison l'année passée, parce que c'est une équipe qui joue beaucoup intensément, je ne crois pas que les Blues de Saint-Louis vont être les plus dominants de la division centrale. Je les mets donc à la 3e position pour ce qui est de la division centrale. Ce qui me ramène donc Colorado et Nashville comme étant première et 2e position. Et très honnêtement, moi je pense que l'Avalanche du Colorado est une équipe qui certes a un énorme potentiel, mais d'après moi, toujours pas plus puissant que les Prédateurs de Nashville au niveau de la centrale. Alors je mets Colorado en termes de 2e position dans la centrale et je clore le tout au niveau de la centrale avec les Prédateurs de Nashville. Fait qu'on a encore une fois les Prédateurs qui finissent à la première position au niveau de la centrale. Et on va terminer le tout avec la division Pacifique. La division Pacifique qui est probablement l'une des plus faibles de la LNH. Donc peut-être est-ce qu'on va avoir des compétitions un peu inattendues. En termes de 8e position au niveau de la Pacifique, moi j'avais potentiellement les Kings de Los Angeles, les Oilers d'Edmonton. Alors les Oilers d'Edmonton ont fait l'acquisition de Mike Smith qui commence à vieillir, qui est un gardien de but de séquence. C'est pas quelqu'un qui me met énormément en confiance. Ils ont fait essentiellement des changements qui sont mineurs. Ils ont ajouté James Neal en perdant Lucic, 2 déceptions dans les 2 équipes. Fait que pour moi, Edmonton s'est pas vraiment amélioré. Peut-être que Smith, vu qu'il est à séquence, il peut être plus intéressant, mais c'est pas des immenses additions, disons. Hein. Du côté de Los Angeles, ben là, on a fait peu de changements. On a ajouté Kempe, Jonathan Quick qui a eu une saison décevante l'année passée. Est-ce qu'il va être capable de se reprendre en main? On a des jeunes qui sont comme so-so. Ils ont un développement qui est assez tardif. Puis leur défensive est comme plutôt boiteuse. Fait qu'il n'y a pas vraiment de relève à Los Angeles. Le gardien de but a été chancelant l'année passée. Pour moi, c'est une des plus grandes faiblesses de toute la ligue. Alors, d'après moi, je pense que les Kings de Los Angeles devraient être la pire équipe de la division Pacifique, peut-être même la pire équipe de la conférence de l'Ouest l'année prochaine, parce que c'est une équipe qui est, selon moi, beaucoup trop lente, avec peu de relève, et si les vétérans sont pas foutus de tenir cette équipe-là, on n'aura pas grand-chose. Puis en termes
De 7e position, ben là j'avais les Oilers d'Edmonton, je vous ai déjà parlé, mais j'avais aussi les Ducks de Anaheim. Et les Ducks d'Anaheim, c'est une équipe qui a perdu Perry, là, qui n'a pas fait énormément de changements parce qu'on mise beaucoup sur les jeunes au niveau des Ducks d'Anaheim. C'est la raison qui me laisse croire que c'est une équipe qui va devoir s'armer de patience avant d'être compétitive parce qu'on a préféré opter plutôt pour la voie longue plutôt que d'y aller avec des changements immédiats. Alors pour moi, les Ducks de Anaheim vont finir 7e au niveau de la division Pacifique, ce qui me laisse donc la position 6. En termes de position 6, non seulement est-ce que j'avais potentiellement les Oilers d'Edmonton, mais j'avais aussi les Canucks de Vancouver et les Coyotes de l'Arizona. Alors dans le cas des Canucks de Vancouver, c'est une équipe qui a fait l'acquisition de Ferland, de Miller et de Myers. Alors en Ferland et Miller, on a amélioré assurément notre avantage numérique. C'est deux gars qui sont connus comme étant bons à l'avantage numérique. Je pense que pour les Canucks, c'est une addition qui est quand même très intéressante. Les Canucks n'en restent pas moins que, oui, ont une meilleure offensive que l'année passée, puis ça, c'est quelque chose qui avait été difficile l'année passée. Il y a eu beaucoup de changements au niveau de la défensive aussi, mais ça reste quand même une équipe qui a été peut-être un petit peu trop inexpérimentée l'année passée et que son style de jeu n'était pas assez serré pour ce qui est des Canucks de Vancouver. Alors, les gardiens de but sont intéressants avec les Canucks de Vancouver. Il y a des jeunes qui promettent énormément, mais je pense pas que l'année prochaine, ça va être l'année des Canucks de Vancouver. Alors, en termes de 6e position, ben là, j'ai Edmonton, Vancouver ou les Coyotes de l'Arizona. Les Coyotes de l'Arizona, avec l'addition de Phil Kessel, assurément meilleur en avantage numérique, meilleure offensive. Ils ont additionné aussi Soderberg au niveau des centres. Ça, c'est intéressant parce que ça leur fait une ligne de centre qui est un petit peu plus expérimentée et un petit peu plus solide. C'est une équipe qui a été très bonne au niveau défensif, mais il reste qu'il y avait une très grosse faiblesse au niveau offensif et je pense très sérieusement que Kessel, même à 5 contre 5, est une meilleure addition que avait pu être Alex Galchenyuk. Alors, en termes de 6e position au niveau de la Pacifique, j'ai décidé d'y aller pour les Oilers d'Edmonton qui, année après année, nous déçoivent. Le peu de changements qu'ils ont apportés sont, selon moi, quelque chose qui va leur tirer dans le pied. L'addition de Mike Smith est peut-être intéressante, mais comme je connais Mike Smith comme étant un gardien de but de séquence, je pense pas que c'est ça qui va changer le visage des Oilers d'Edmonton. Alors, pour moi, les Oilers d'Edmonton, devraient finir à la 6e position. En termes de 5e position, parce que c'est une équipe qui est jeune, parce que j'ai pas confiance en leur entraîneur, Travis Green. J'y vais avec les Canucks de Vancouver. Donc même si on a des joueurs à l'attaque qui sont intéressants, des gardiens de but, excusez-moi, qui sont intéressants, Markstrom et Demko, je pense pas que c'est pour demain qu'on va avoir une meilleure équipe. Et dans le cas de Vancouver, très honnêtement, je pense que ça risque d'être difficile tant et aussi longtemps qu'on ne va pas aller chercher un entraîneur qui est peut-être un petit peu plus expérimenté et qui va pouvoir les amener sur la bonne piste. Maintenant, en termes de 4e position, ben là, j'avais la possibilité des Golden Knights de Vegas, la possibilité des Coyotes de l'Arizona. Ça ne donne pas grand choix. Et puis, je pense que juste de dire les noms, ça donne la réponse. Les Golden Knights de Vegas, c'est une équipe qui n'a pas fait vraiment de changement, mais je pense très sérieusement que la première ligne en Pacioretty, Stastny et Mark Stone, en jouant une saison complète ensemble, ça va être une des meilleures premières lignes de toute la Ligue nationale. Fait que peu importe, même si les Coyotes de l'Arizona ont rajouté Phil Kessel et Soderberg, je pense quand même que les Golden Knights est une équipe qui est beaucoup plus compétitive que peut l'être les Coyotes de l'Arizona. C'est la raison pour laquelle j'y vais 4e position, Coyotes de l'Arizona. Parce que je pense que c'est une équipe qui reste encore avec une faiblesse, c'est que l'attaque n'est pas suffisamment diversifiée. Par la suite, en termes de 1, 2, 3, je vous ai déjà parlé de Vegas, mais il me reste encore San Jose et les Flames de Calgary. Au niveau de Calgary, il n'y a pas eu énormément de changements. On a rajouté Cam Talbot. Et les gardiens de but restent pour moi un gros point d'interrogation avec Calgary. On a une excellente attaque, on a bien joué défensivement, mais il n'en reste pas moins que j'ai un point d'interrogation au niveau des gardiens. Une ligne avec en fait, des joueurs d'attaque comme Monahan, Gaudreau, Tkachuk, c'est dur de miser contre ça. Mais les Sharks de San Jose, c'est une équipe qui nous a habitués à être performants année après année en termes de saison régulière. Donc, on a une défensive qui est exceptionnelle au niveau de San Jose. On n'a pas fait de changement majeur, mais on a perdu notre capitaine en Joe Pavelski. On a des jeunes qui, honnêtement, ont des bons rendements en Timo Meier, Logan Couture et Kevin Labanc. Mais, je pense que pour l'année prochaine, ça ne sera pas nécessairement les équipes les plus solides dans le Pacifique. Alors, en termes de 3e position, moi, je vous dis que, d'après moi, les Flames de Calgary devraient avoir un dur réveil par rapport à l'année passée et je ne pense pas que ce soit une équipe qui soit plus intéressante que l'an passé. L'attaque est toujours bonne, mais les gardiens de but ne sont pas nécessairement intéressants à Calgary. C'est la raison pour laquelle j'y vais avec la 3e position au niveau de la Pacifique, ce qui me laisse Vegas et San Jose. Et très honnêtement, les Sharks de San Jose est une équipe qui a certes des défenseurs qui se portent beaucoup à l'attaque, mais je pense sérieusement qu'on a besoin d'avoir quelque chose de resserré au niveau du
jeu défensif à San Jose. Je ne crois pas qu'on excelle à ce niveau-là. Et dans le cas des Sharks de San Jose, c'est une équipe qui excelle toujours en saison régulière, mais d'après moi, cette année, ils vont moins exceller que les Golden Knights de Vegas. Dans le cas des Golden Knights de Vegas, on a un gardien de but expérimenté qui garde le moral des troupes. C'est un gars qu'on adore en Fleury. On a une défensive qui est quand même intéressante. Puis on a aussi, comment ils l'écrivent les Golden Knights, eux autres? On va dire VG pour Vegas. Donc, on a une défensive qui est intéressante, puis on a quand même une première ligne qui, d'après moi, va s'inscrire parmi les premières lignes les plus intéressantes de toute la Ligue nationale. Ce qui fait donc mon portrait par rapport aux prédictions pour l'année prochaine. Tout ce qu'il me reste à faire pour vous, c'est en fait ma prédiction concernant ceux qui devraient obtenir le trophée du président. Et puisque je crois que la division, pas la division, mais la conférence de l'Est est encore une conférence qui va être plus dominante que la conférence de l'Ouest. J'ai hésité quand même au niveau de mon trophée du président. J'ai hésité, je vous dirais, entre tous les premiers qu'on a ici, donc c'est-à-dire Tampa Bay, Washington, Nashville, Vegas. Pour moi, j'y ai été avec, probablement que, dans le cas de Vegas, oui, c'est une équipe intéressante. Nashville aussi, c'est une équipe intéressante. Mais Washington est super dominant en saison régulière. Puis Tampa Bay a été juste exceptionnel l'année passée. C'est la raison pour laquelle, un peu comme l'année passée, d'après moi, je pense que les deux premiers spots de la Ligue vont être occupés par l'Est et les autres spots vont être occupés par l'Ouest. Donc, il me restait Washington et Tampa Bay. Je vois pas de raison de paniquer. Je pense que le Lightning de Tampa Bay représente encore à ce jour la meilleure équipe de la Ligue nationale. Alors, d'après moi, les gagnants du trophée du président, c'est le Lightning de Tampa Bay. Alors, faites-moi savoir c'est quoi vos prédictions à vous. J'aimerais ça savoir qui vous pensez qui vont faire les séries, qui vous pensez qui ne feront pas les séries. Pour ma part, pour ceux qui vont faire les séries, en fait, les trois premiers de chaque division font assurément les playoffs. Fait que ça, il n'y a pas de question par rapport à ça. Mais par rapport aux équipes repêchées, j'y étais d'une manière vraiment super poche. Mais je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Je pense très sérieusement que les améliorations qui ont été apportées aux Devils de New Jersey vont faire de cette équipe-là une équipe qui va rentrer en séries éliminatoires. Je pense que même si j'aime pas particulièrement la défensive des Maple Leafs de Toronto, c'est une équipe qui est quand même très dominante. Alors d'après moi, c'est une équipe qui devrait faire les séries bien avant les Hurricanes de la Caroline. Au niveau de l'Ouest, je pense que les Coyotes de l'Arizona, je vous en avais déjà parlé, ont apporté des additions qui sont plus qu'intéressantes, entre autres en Phil Kessel et en Soderberg. Donc c'est une équipe qui joue déjà bien défensivement et qui s'était améliorée au niveau offensif. Je pense qu'ils ont des chances de faire les séries. Et malgré le fait que l'année passée ça a été difficile, je pense très sérieusement que les Hawks de Chicago sont une équipe qu'on peut voir en série aussi avec des belles additions au niveau de la ligne bleue et surtout une très belle addition au niveau des gardiens de but. D'après moi, les Hawks de Chicago devraient être une des deux équipes repêchées dans l'Ouest. Alors, c'est mon classement pour ce qui est de la saison 2019-2020. On va regarder ça en fin de saison, voir si je n'étais pas pire. Faites-moi savoir votre classement à vous, j'aimerais ça beaucoup savoir. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de la partager, également de vous abonner à ma chaîne YouTube, puisque ça serait super fun qu'on jase de hockey avec plus de monde. Alors sur ce, je vous souhaite, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao!